Bonjour François, merci d'être Bonjour. présent avec moi. Comment ça va? Super, merci. Merci à toi. Écoute, je suis vraiment très content de t'avoir aujourd'hui parce que la liste pour te présenter de choses que tu as faites est vraiment très longue. Donc je vais te laisser la parole. Est-ce que tu peux peut-être te présenter en quelques mots et me présenter ce que tu fais, s'il te plaît? Je suis Chief Exploration Officer au Learning Planet Institute. J'aime bien explorer de nouvelles manières d'apprendre, d'enseigner, de faire de la recherche et de mobiliser l'intelligence collective, voire de rêver euh, et de créer des collectifs de rêveurs. Ok. Alors ça c'est chouette comme présentation. Chief Exploration Officer. Ça veut dire quoi concrètement, Chief Exploration Officer? Je pense que tout chercheur est un explorateur de l'inconnu. Et il se trouve qu'au fil des années, on s'est rendu compte que il fallait faire de la recherche un peu différemment, déjà en dépassant les barrières disciplinaires, en s'ouvrant aux sciences participatives, en s'ouvrant à tous les publics, y compris aux plus jeunes. Et on s'est rendu compte qu'en plus, il fallait aborder de nouvelles questions, typiquement des questions qui n'étaient pas forcément les questions canoniques des générations précédentes, parce qu'il y a tout un tas de défis planétaires aujourd'hui qu'il va falloir résoudre en explorant autrement les manières d'inventer un avenir souhaitable. Ça a l'air assez optimiste. Est-ce que c'est le cas dans la vision concrètement aussi? J'essaie d'être mélioriste. Et Oui, donc la oui. différence entre l'optimiste et le mélioriste ou le pessimiste, c'est que quelle que soit la tendance générale qui n'est pas forcément très toujours dans la bonne direction, le mélioriste fait ce qu'il peut pour contribuer à améliorer les choses. Ok, ça marche. Alors avant qu'on parle de ce que tu fais maintenant plus en détail, moi j'aimerais bien revenir un petit peu dans le passé. D'ailleurs, première question, moi je vois que le CRI a été créé il y a quasiment 20 ans. Finalement, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi il y a eu un changement de nom avec le Learning Planet Institute aujourd'hui? Et est-ce que finalement, de ton point de vue, le Learning Planet Institute a plutôt 20 ans ou a plutôt 4 ans bientôt? Et qu'est-ce qui a fait que ça a changé? Ce qui a fait que ça a changé, c'est que en fait, l'interdisciplinarité, on s'est assez vite rendu compte que c'était plus un moyen qu'une fin. Et donc, on est passé de centre de recherche interdisciplinaire à Learning Planet Institute il y a quelques années, Najat Vallaud-Belkacem, à l'époque ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, m'avait demandé un rapport sur l'idée de société apprenante. Et donc, on s'est rendu compte en fait qu'il fallait créer des communautés apprenantes à toutes les échelles. Donc, on peut apprendre les uns des autres localement, et puis on peut le faire à des échelles toujours plus grandes. On peut créer des communautés apprenantes, des territoires apprenants, des sociétés apprenantes. Et puis, il se trouve qu'Audrey Azoulay, qui était directrice générale de l'UNESCO, nous a dit que société apprenante, c'était bien, mais qu'il faudrait aussi penser au-delà de l'hexagone. Et donc, on a été jusqu'à l'idée de Learning Planet, sachant que pour l'instant, c'est la bonne enceinte à laquelle on peut penser les apprentissages. Euh, Au-delà, c'est probablement un peu présomptueux pour le moment. Il va falloir attendre un petit peu avant le Learning Universe, effectivement. Mais alors, c'est déjà vachement ambitieux. Comment on arrive à jongler entre la communauté locale et le Learning Planet? Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire, en fait, on essaie de penser des choses qui sont assez fractales. Donc, on essaie de penser des méthodes, des outils, des pédagogies qui peuvent marcher à toutes les échelles. Effectivement, on prototype des choses localement, dans nos murs, dans des environnements comme les universités, mais aussi on travaille beaucoup, par exemple, avec la ville de Grigny, qui par ailleurs est la ville la plus pauvre de France et qui a eu un maire, Philippe Rio, qui a gagné le prix de meilleur maire du monde. Et donc, comment est-ce qu'on peut réinventer les apprentissages dans une communauté très défavorisée? Ça, c'est typiquement un sujet sur lequel on essaie de travailler. Mais comme c'est des jeunes qui viennent de toute la planète, parce qu'il y a énormément de réfugiés et de migrants à Grigny, eh bien, ça nous aide à nous mettre aussi en réseau avec d'autres lieux. Donc, on travaille avec plus de 400 organisations à travers le monde qui partagent nos valeurs et on se retrouve autour du motto assez simple de apprendre à prendre soin de soi, des autres et de la planète. Et donc, il Donc y a plein de gens. ce sont les valeurs ou c'est le motto? Et si ce ne sont pas les valeurs, quelles sont les valeurs? C'est le motto. Les valeurs, en fait, c'est qu'il faut co-construire avec la jeunesse. C'est qu'il faut le faire de manière inclusive. C'est qu'il faut euh, mettre systématiquement l'éthique au cœur des apprentissages. Parce que quand l'intelligence est supérieure à l'éthique, généralement, ça se finit mal.
et on le voit y compris avec l'intelligence artificielle. Et donc, on essaye de pousser ce que nous, on a appelé l'idée de planet citizenship ou de planetoyenneté en français. Et donc, en fait, la citoyenneté a une longue histoire qui naît autour d'Athènes et des murs de la cité, avec des hommes en armes qui défendent ces murs. Et il se trouve qu'à Athènes, il n'y a que 15% des habitants qui sont des citoyens. Parce que, évidemment, les esclaves ne sont pas citoyens, mais les femmes ne sont pas citoyennes, les enfants ne sont pas citoyens. Et tous ceux qui sont nés en dehors des murs de la cité ou descendants de gens qui sont nés en dehors des murs de la cité ne sont pas citoyens. Donc, il n'y a pas de droit du sol. Et donc, on essaye de dire que, en plus, les murs de la cité ont séparé les humains de la nature. Et quand on a réinventé la citoyenneté pendant les Lumières, on a à peu près les mêmes exclus et toujours une surexploitation des autres, et y compris de la nature, mais aussi des autres êtres humains, avec à nouveau de l'esclavage, etc. Donc en fait, on se dit qu'il y a besoin d'une notion qui soit beaucoup plus inclusive et beaucoup plus écologique, et où on ne soit pas invité à défendre avec des armes les murs de la cité, mais qu'on soit invité à protéger les limites planétaires avec l'ensemble des acteurs et des actrices qui sont mobilisés sur ces sujets. D'accord. Donc, finalement, il faut peut-être qu'on arrête de s'inspirer complètement littéralement de Athènes et des Lumières, parce que j'entends aussi un petit peu dans leur discours évoluer avec son temps. Finalement, c'est peut-être ça la conclusion. Par exemple, les droits des enfants ne sont toujours pas respectés. Et le premier des droits, qui est le droit à être entendu sur les sujets qui te concernent, sont pas respectés. Donc l'UNICEF, on vient de célébrer les 100 ans des droits de l'enfant. Moi, j'aimerais leur donner un nouveau droit, qui est le droit de demander des nouveaux droits. Et quand tu leur demandes ce droit, tout d'un coup, ils s'intéressent au changement climatique. Éventuellement, ils demandent le droit de vote. Ils demandent à ce qu'on respecte les écosystèmes. Ils demandent tout un tas de choses pour eux et pour les autres, et pour les prochaines générations. Et il se trouve que l'ONU s'engage toujours plus sur ces sujets. Et là, vient de voter un pacte du futur qui, en septembre dernier, nous invite à prendre systématiquement au niveau national et international que des résolutions et des décisions qui sont fondamentalement alignés avec l'intérêt des générations futures. Et visiblement, ce n'est pas tout à fait ce qui se passe jusqu'à maintenant. Donc, comment est-ce qu'on change de perspective et comment on change de manière de décider? Typiquement, ça, c'est des sujets qui sont essentiels. Et comment on arrive à conclure que c'est bon ou mauvais pour le futur? Parce que dans la vie, tout n'est pas noir ou blanc. J'imagine que vous avez un processus pour décider. Et quels sont les gros sujets, d'ailleurs, peut-être sur lesquels vous devez décider? En fait, c'est pas nous, c'est tout l'ensemble de l'humanité qui devrait décider. C'est effectivement pas des sujets simples, mais c'est des sujets sur lesquels il y a besoin de faire de la recherche, c'est des sujets sur lesquels il y a besoin de s'appuyer sur les faits, sur la science. Par exemple, sur le changement climatique, c'est assez clair. Tout ce qui augmente la concentration de CO2 dans l'atmosphère n'est pas bon pour les générations futures. Tout ce qui détruit de manière irrémédiable un écosystème ne peut pas être bon pour les générations futures. Tout ce qui pollue avec des polluants éternels la nappe phréatique ou les océans avec les microplastiques, etc., ça ne peut pas être bon pour les générations futures. Donc il y a un certain nombre d'éléments qui sont assez faciles à définir. Il y en a d'autres pour lesquels c'est plus complexe. Et savoir à chaque moment, dans chacune de nos décisions, si par exemple à l'heure du déjeuner, tu dois savoir ce que tu devrais manger qui soit le plus aligné avec l'intérêt des générations futures, ça peut dépendre de la saison, ça peut dépendre de la source des aliments, ça peut dépendre d'énormément de choses, et c'est pas toujours facile de calculer tout ça. Alors, il y a des grandes règles du genre, il vaut mieux éviter de manger de la viande, etc. Mais il y a quand même plein de choses. Est-ce que tu dois manger une pomme ou une orange? La réponse va dépendre d'où elle vient, de la saison et de là où tu es, et de comment elle a été cultivée. Donc, on voit bien que ce pas des sujets qui sont nécessairement évidents et où on a besoin d'être éclairé par la science et éventuellement de pouvoir prendre des décisions en temps réel. Et est-ce que ces décisions, elles peuvent être augmentées par éventuellement la technologie et la science? C'est ça qui... mais aussi l'éthique. Et fondamentalement, je pense que on enseigne toujours mieux la science et la technologie, mais toujours insuffisamment l'éthique et la capacité à comprendre l'impact de ce qu'on fait sur soi et sur les autres, à court terme et à long terme, en local et en global. Hyper intéressant. Alors, on s'est concentré sur un sujet assez large. Si on revient un tout petit peu plus sur l'apprentissage, quel est
la part finalement du learning, de l'apprentissage sur le changement climatique, sur les enjeux sociétaux. Et qu'est-ce que vous faites pour agir là-dessus concrètement? Moi, je vois que vous avez a priori des expérimentations sur les façons d'apprendre. Et comment déjà quel est le lien entre finalement l'éducation et ces sujets? Alors, nous, on s'intéresse à ce qu'on appelle en anglais les learning transitions. Et l'anglais est polysémique, et donc c'est intéressant en l'occurrence parce que c'est à la fois apprendre les transitions, donc apprendre à respecter l'environnement, apprendre ce que c'est que le changement climatique, apprendre à protéger la biodiversité, mais c'est aussi les transitions de l'apprendre. Et donc, c'est comment est-ce qu'on apprend différemment. Comment est-ce qu'on apprend en mode projet? Comment est-ce qu'on apprend à l'heure de l'intelligence artificielle? Comment est-ce qu'on apprend à coopérer? Comment est-ce qu'on apprend à développer ce que certains appellent les compétences du 21e siècle, qui sont en fait des compétences universelles et quasiment intemporelles, mais qui sont les compétences qui permettent de répondre à des défis complexes. Tu penses à quoi? Parce que moi, quand on dit compétences du 21e siècle, je pense tout de suite à la technologie. Mais tu as l'air de dire que c'est universel, donc c'est peut-être pas la Ok. technologie. Donc c'est universel parce que par exemple, souvent on met la coopération, la créativité, l'esprit critique, la capacité à communiquer, la capacité à la compassion, la capacité à être un citoyen du monde, etc. Tout ça, c'est des choses qui sont assez universelles. Après, ce qui est vrai, et tu as raison, à l'heure des changements technologiques, comment est-ce qu'on coopère, pas simplement à une échelle locale, mais à une échelle toujours plus grande, y compris à une échelle planétaire, parce que c'est ça qu'on a besoin de résoudre comme défi. Et donc, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle une tragédie de commun, c'est-à-dire qu'on surexploite un certain nombre de ressources et que si on surexploite des choses qui sont essentielles à notre survie, à un moment donné, le système va s'effondrer. Et c'est commun, il y a plein de gens qui ont réfléchi là-dessus, y compris Elinor Ostrom, qui a eu le prix Nobel d'économie, c'est la première femme d'ailleurs à l'avoir. Et en fait, les communs, tu as des communs locaux, du genre les poissons et la qualité du lac qui est à l'endroit où tu habites. Mais aujourd'hui, on a des communs planétaires avec les questions des poissons à nouveau, mais à l'échelle des océans et de l'ensemble de la planète. Tu as donc les communs planétaires naturels, typiquement ceux qui existent bien avant que l'humanité apparaisse, du genre le climat, la biodiversité, la qualité de l'eau ou de l'air. Tu as des communs intellectuels, du genre l'éducation, la science, la démocratie, la capacité. Et ça, c'est des communs qui existent pour certains depuis des centaines ou des milliers d'années. Et puis, tu as des communs digitaux, typiquement Internet, Wikipédia, les logiciels open source, un certain nombre d'intelligence artificielle qui sont dans ces logiques d'open access et d'open source et d'open data. Et donc, on a ces différents types de communs. La question, c'est est-ce que tu apprends à respecter ces communs et éventuellement même à en créer de nouveaux, typiquement des communs digitaux ou des communs intellectuels. Et est-ce que tu as des incitations à être en compétition avec les autres sur les savoirs d'hier, typiquement le modèle dominant du système éducatif pour l'essentiel, ou est-ce que tu peux apprendre à coopérer avec les autres pour protéger les communs naturels et co-créer de nouveaux communs intellectuels et digitaux. Vous Et donc, poussez assez beaucoup fondamentalement. l'innovation. C'est ça qui est important dans la philosophie. On va essayer de faire 1 plus 1 égale 3 et non pas 1 plus 1 égale finalement tout plus 2 et voir on doit se battre pour 1 quoi. Ouais, voire zéro, parce que si on s'autodétruit, on peut arriver à 1 plus 1 égale 0. Et donc, c'est exactement ça. Typiquement, la logique dominante, c'est, il y a plein de gens qui disent, on a les meilleurs étudiants du monde, we are the best in the world. Okay. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'être best for the world, donc les meilleurs pour le monde. Et donc ça, tu changes un seul mot, tu vois, de best in à best for, mais tu changes complètement la philosophie et la plupart des interactions et l'essence de pourquoi est-ce qu'on est là et de ce qu'on fait et ce qu'on fait ensemble. Et donc cette logique-là, comment est-ce qu'elle peut progressivement gagner en légitimité, en visibilité et attirer toujours plus de gens. C'est ça fondamentalement. Parce qu'aujourd'hui, les incitations qu'on a ne sont pas les bonnes incitations. Donc, on est, en tant qu'être humain, et c'est vrai d'autres espèces d'ailleurs,
des coopérateurs conditionnels, c'est-à-dire qu'on coopère si on a intérêt à coopérer. Si on a intérêt à la compétition, bah, on est dans la compétition. Et donc, comme on passe dans cette logique d'hyper-compétition pour les notes, pour les Shanghai Ranking ou pour ce genre de choses, à une logique de coopération. Et donc, c'est assez fondamentalement ça. Tu veux avoir la possibilité, typiquement, d'être diplômé et reconnu pour ce que tu fais pour le monde. Parce que tu as créé de nouvelles ressources, tu as créé du logiciel open source, tu as créé des données éducatives libres, tu as créé de l'open data. Tu vois. Et ça, cette logique-là, versus passer des examens en mode d'hyper-compétition avec des copies qui vont finir dans une poubelle et qui n'auront pas de trace autre que éventuellement dans un classement des écoles et des individus dans les écoles. Et j'entends donc que tu as finalement une proposition de solution qui est donc de plus coopérer, peut-être d'avoir moins d'examens notés, d'avoir moins de compétition. Est-ce que ce changement, il peut se faire à l'échelle d'une université, d'une école, ou est-ce qu'il faut forcément que ça passe par au-dessus? Parce que j'imagine une université qui demain dit, bah nous, il n'y a plus de classement, on ne participe plus à tout ça, peut-être qu'elle va finalement moins attirer des clients, être en difficulté. Où est-ce qu'on doit agir aujourd'hui si on est décideur dans l'école, par exemple? Moi, j'ai tendance à essayer de penser fractal et d'agir viral. Tu vois, il y a des gens qui disent qu'il faut penser global, agir local, etc. Donc, ce que je veux dire par penser fractal, je veux dire il faut penser à toutes les échelles. Et donc, cette coopération, il faut créer des incitations en micro-local, dans notre propre relation aux autres, sachant même qu'il y a de la coopération entre nos cellules, il y a de la coopération à l'intérieur de nos cellules, entre molécules, etc. Donc, la coopération, elle a une longue histoire. Moi, c'est une partie de ce que j'ai étudié comme biologiste pendant des années et même plus. Et donc c'est assez une coopération à toutes les échelles. Et il faut penser aujourd'hui les coopérations aux autres niveaux. Donc, si tu es enseignant, qu'est-ce que tu peux changer dans ta classe ou dans l'environnement avec tes étudiants ou tes élèves? Si tu es un chef d'établissement, comment tu changes la coopération entre l'ensemble des acteurs dans ton établissement, voire avec ton écosystème local. Et si tu es au niveau de l'UNESCO, et on travaille aussi avec Audrey Azoulay et ses équipes, comment est-ce que tu peux changer les incitations en disant, par exemple, aujourd'hui, il y a plein de gens qui veulent avoir le label de l'UNESCO pour être patrimoine mondial de l'humanité. Si demain tu as le label patrimoine du futur, parce qu'on est un établissement scolaire, universitaire, un lieu dans lequel on co-crée des ressources qui sont utiles à tous et à toutes, à ce moment-là, tu es dans une autre dynamique. Et donc, tu peux créer des incitations au niveau local, au niveau national, au niveau international. Et ce qui compte, en fait, fondamentalement, c'est comment est-ce que tu alignes les intérêts des individus, du collectif, voire de l'institution, et de la planète et des générations futures. Si tout ça est aligné, alors c'est relativement facile. S'il y a des contradictions fortes entre les intérêts de court terme et les intérêts de long terme, forcément, ça va mal se terminer. Et finalement, c'est comme dans une société, il faut que les employés, le client et les actionnaires soient tous alignés pour que ça marche. C'est la même chose dans tout ça. J'aimerais revenir sur un des points, tu as mentionné, et donc ça m'intéresse, la part des formateurs, ce qu'ils peuvent faire dans la classe. Tu as quelques recommandations, préconisations. Est-ce que vous avez fait des expériences, vous avez vu récemment qu'il y avait un impact dans l'engagement et que les étudiants derrière travaillaient plus pour la planète, un peu moins en étant les meilleurs, en essayant de... Oui, on a pas mal de choses qui marchent à différentes échelles et à différents âges. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que c'est à peu près toujours les mêmes ingrédients. Il y a une forme de crise de sens et de démotivation des jeunes et pas seulement par rapport aux différentes crises auxquelles on est confronté et les inviter à retrouver du sens dans leurs apprentissages et du sens dans leur vie. C'est des choses qui sont possibles. Et en fait, ce qui a été montré sur des recherches de ce type, c'est que tu trouves d'autant plus de sens que tu coopères, tu trouves d'autant plus de sens que tu es invité à être créatif, et tu trouves d'autant plus de sens que tu fais des choses qui ne sont pas intéressantes juste pour toi, mais pour un collectif ou une entité plus grande que ta Oui, petite en vision en personne. communauté, on est fait pour ça finalement, même au fond de nous, quoi. Exactement. Et donc ça, c'est possible. Et c'est possible par exemple, en invitant des jeunes à co-créer des projets
à hauteur de leurs capacités et de leurs intérêts. Donc, moi, j'ai vu des gens le faire dès 4 ans. J'ai vu des gens le faire à tous les âges, évidemment, à l'université, c'est particulièrement pertinent. Et tu peux inviter, par exemple, une expérience qu'on fait avec l'université de CY à Cergy, c'est de faire travailler les jeunes sur leur Ikigai. Et donc, On peut l'ikigai, peut-être rappeler juste brièvement voilà, ce qu'est l'ikigai. donc l'ikigai, c'est l'intersection de 4 réponses à 4 types de questions complémentaires. La première, c'est qu'est-ce que j'aime faire et qu'est-ce que je sais faire, voir qu'est-ce que je peux apprendre à faire quand on est dans un contexte éducatif. Et puis, donc ça, c'est des questions très personnelles. Et puis, il y a des questions sur la communauté, voire sur la planète. Donc, de quoi le monde a besoin et où je peux trouver des ressources, y compris un salaire demain, mais éventuellement des ressources éducatives ou des ressources humaines, des ressources technologiques pour avancer. Et donc, si on peut répondre à ces 4 questions en trouvant une intersection non nulle entre ces différents sujets, alors on va pouvoir faire quelque chose qu'on aime, quelque chose sur lequel on a des compétences qui vont aller en se développant, des choses pour lesquelles on va trouver les ressources et les finances, et puis des choses qui vont être utiles non seulement pour la communauté locale, mais pour le monde et pour Donc le encore une futur. fois, tout aligné finalement pour que ça marche. Exactement. Et donc, c'est des questions d'alignement en fait des besoins et des ressources de l'individu, des besoins et des ressources de la communauté, des besoins et des ressources de la planète. Donc, il y a besoin d'apprendre à faire des choses qui sont alignées entre la personne et l'avenir. Et c'est comme ça qu'on peut tous trouver du sens. On peut penser l'ikigai de l'individu, voir le wikigai du collectif, voir le wikigaya de la planète, si tu veux. Donc, on peut essayer de penser fractal, encore une fois, par rapport à ces sujets. Ok, hyper intéressant. Et alors j'aimerais maintenant qu'on parle un tout petit peu de la tech. Forcément aujourd'hui on va parler de l'IA un tout petit peu. De ton point de vue, quelle est la place de la technologie et de l'IA dans les changements qu'on peut apporter sur tout ça? Alors, en fait, la technologie amène plein de possibles, dont un certain nombre de risques. Et en fait, c'est à nous de faire des choix sur quel type d'usage de la technologie on veut promouvoir. Je vais peut-être faire un petit retour en arrière euh, pour venir sur les sujets des technologies d'aujourd'hui et de demain. Le retour en arrière, c'est que on a tendance à oublier qu'il y a un très bon livre qui s'appelle La Révolution de l'imprimerie, qui montre que entre l'imprimerie et les Lumières, il y a malheureusement des guerres de religion et beaucoup de sang qui a coulé. Ce qu'on voit quand on lit ce genre d'ouvrage, c'est que typiquement, les publications scientifiques sont arrivées un siècle après les romans érotiques. Donc on voit bien que si on utilise les dernières technologies pour certains usages plutôt que d'autres, c'est pas très nouveau. Et ce qui est vrai, c'est qu'une technologie peut amener le meilleur ou le pire, suivant ce qu'on priorise. Et donc si on priorise le conflit, alors on peut assez vite aller au pire. Si on priorise la coopération et la capacité à faire grandir tout le monde, alors on peut aller vers le meilleur. Et donc les questions d'éthique sont fondamentales. Euh, et, euh, et typiquement, on voit par exemple qu'il y a eu l'Inquisition et des procès en sorcellerie qui ont été promus par l'imprimerie avant de penser le développement des sciences et de la démocratie. Voilà, donc ça, c'est des sujets sur lesquels je pense il faut avoir conscience. Et quand certains ont naïvement pensé que le digital allait nécessairement aller que vers des bonnes choses, ou l'IA allait nécessairement aller que vers des bonnes choses. Et on voit bien qu'aujourd'hui, une partie de l'intelligence artificielle sert plus la bêtise collective que l'intelligence collective. Typiquement, c'est les IA qui pilotent les réseaux sociaux et qui augmentent la haine en ligne, qui augmentent les fake news, etc. Donc on voit bien que si on n'y prend pas garde, ça peut amener au pire. Par contre, si on se sert de la technologie pour apprendre à faire des choses dont on a besoin de faire tous ensemble, du style résoudre les défis planétaires, je ne vois pas très bien comment on va résoudre les défis planétaires sans communiquer avec les autres et sans être capable de faire émerger de nouvelles formes d'intelligence collective et des nouveaux communs dont on parlait tout à l'heure. Donc ça, c'est le premier point. Donc si j'essaye de parler d'une partie des choses qui peuvent
rendre optimiste ou en tout cas mélioriste et sur lesquels on peut essayer d'avancer. Récemment, il a été montré que si on est dans une situation de convention citoyenne sur un des sujets sociétaux complexes et qu'on demande à des humains de faire la synthèse du débat de citoyens pris au hasard, ou si on demande à une machine, et en particulier à une IA, de le faire, en l'occurrence, les humains préfèrent la synthèse faite par l'IA que faite par un humain. D'accord. Ok. Non pas que l'IA n'ait pas de biais, mais les humains en ont au moins autant, voire plus. Et donc, au moins, ça, c'est des résultats de recherche du moment qui, moi, me rendent relativement optimiste. Et donc, ce qu'on cherche à faire, par exemple, comment est-ce qu'on sort des guerres de religion et qu'on va vers les Lumières? Ben, typiquement, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais ça se fait en créant des lieux et des conditions de dialogue constructifs. Il y a eu des académies des sciences, il y a eu des salons, il y a eu des cafés, il y a eu un certain nombre d'espaces physiques et d'espaces intellectuels dans lesquels on a promu un débat basé sur de la science, basé sur le respect, le dialogue et des débats qui font autorité. Hein, et moi, j'aime beaucoup le mot de Michel Serres qui disait que la vraie autorité, étymologiquement parlant, c'est celle qui fait grandir. Et donc, un débat qui fait autorité, c'est un débat dans lequel on sort tous grandis. Malheureusement, un débat sur les réseaux sociaux ou à la télé, aujourd'hui, il y a peu de gens qui en sortent grandis, y compris les spectateurs. Et donc, comment est-ce qu'on peut réinventer des débats qui font autorité? Comment est-ce qu'on peut réinventer des lieux équivalents au salon? Et donc, typiquement, dans les salons ou dans les académies, il y a une forme de modération. Et une forme de modération où on choisit quelles sont les meilleures manières d'interagir. Et en fait, il faut dialoguer sur la meilleure manière d'avoir un dialogue. Et donc ça, typiquement, l'IA, par exemple, les humains peuvent apprendre à le faire à des échelles locales. L'IA peut nous aider à renforcer ce qu'on peut faire au niveau local et à changer d'échelle. Donc, juste pour donner des illustrations, j'en ai cité une à l'instant, mais l'IA peut, par exemple, savoir quel est le temps de parole de chaque personne autour de la table, peut savoir quelles sont les émotions qui sont présentes, et elle peut tendre un miroir en temps réel aux personnes, de façon à ce que celui qui est un peu trop bavard puisse éventuellement laisser la place à d'autres qui n'ont pas eu voix au chapitre jusque-là. Si les émotions commencent à partir en vrille, elle peut inciter les gens à prendre un moment, peut-être un moment de silence pour se recentrer et repartir sur de meilleures bases et arriver à entendre ce que les autres ont à dire. Donc cette capacité-là, elle est intéressante. Et puis, il y a une autre capacité qui est importante, donc c'est cette capacité à faire une synthèse. Et ce que tu peux faire comme synthèse, tu peux le faire localement, mais tu peux le faire pour 5 étudiants, tu peux le faire pour 50, tu peux le faire pour 500, tu peux le faire pour 5000 à l'échelle d'une université ou 50 000. Tu peux aussi le faire pour 5 millions ou 50 millions ou 5 milliards à l'échelle nationale ou planétaire. Et ça, je pense que c'est extrêmement intéressant, puisque dans le sommet du futur de l'ONU, il y a cette idée qu'il faut entendre l'intérêt des générations futures, à commencer par les plus jeunes qui sont trop peu entendus. Typiquement, aujourd'hui, 50% de l'humanité a moins de 30 ans, mais 1% des décideurs a moins de 30 ans. Donc, si tu inverses ça, tu peux donner au moins le droit à la parole, voire le droit de vote aux plus jeunes pour qu'ils soient entendus sur les décisions qui les concernent. Et tu peux le faire dans différents contextes. Tu peux le faire pour prendre une décision locale, tu peux le faire pour prendre une décision à l'échelle nationale. Et puis, il y a des expériences qui existent depuis un siècle d'ailleurs, qu'on appelle aujourd'hui Model UN, comme les simulations de l'ONU, dans lesquelles des jeunes peuvent simuler les décisions qui sont prises par les grands de ce monde. Et eh bien, s'ils simulent ça en étant augmentés par la technologie, d'abord, ils vont mieux apprendre à faire cet exercice. Et puis, les propositions qu'ils vont faire vont pouvoir être synthétisées à différentes échelles. Comme ils sont plus d'1 million à le faire chaque année, eh ben, on peut faire la synthèse de tout ça, l'amener à l'Assemblée générale de l'ONU. Après, je ne dis pas que tous les décideurs vont s'aligner instantanément avec l'intérêt des nouvelles générations, mais au moins on aura un débat plus constructif autour de ça et on peut réussir à faire émerger d'autres points de vue, d'autres perspectives quand on prend les décisions à ces différents niveaux. Génial. Alors c'est hyper intéressant et c'est vrai je pense que la plupart d'entre nous connaissent les modèles de l'ONU qui est les enfants. Ton avis personnel est que il faudrait que les enfants puissent voter également, véritablement, et à ce moment-là, à quel âge? Parce que est-ce qu'un enfant de 8 ans devrait être en capacité de voter? Est-ce que
au-delà de la capacité, est-ce que lui-même a la capacité véritable de comprendre ce qui se passe? À quel moment tu penses que ça devient pertinent Alors, de faire il y un a choix? énormément de discussions sur ce sujet. Il y a un certain nombre de pays où le droit de vote est déjà passé à 16 ans, par exemple, dont l'Autriche et tout un tas d'autres à travers le monde. Et en l'occurrence, on montre que ça a plein d'effets positifs sur, y compris le fait qu'ils votent pendant plus longtemps, après 18 ans, etc. Donc, ça mobilise. Ça, c'est la première chose. Si, en tant que biologiste, il se passe rien à 18 ans qui ferait que tout d'un coup, on atteindrait la maturité, la citoyenneté, la capacité à voter, très honnêtement. Euh, alors, il y a pas mal de débats. Les débats enfin, ceux qui sont contre le droit de vote des jeunes disent qu'ils ne sont pas suffisamment éduqués, pas suffisamment informés, qu'ils ne comprennent pas la complexité des enjeux et qu'ils sont trop influençables. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces arguments ont été avancés au XXe siècle pour que les femmes ne votent pas, au XIXe pour que les pauvres ne votent pas, et au XVIIIe pour que personne ne vote. Donc, ça, c'est juste un petit rappel historique. Et ce qui est intéressant, c'est que si on demandait à tous ceux qui votent s'ils sont parfaitement informés, s'ils ont été parfaitement éduqués, s'ils n'ont pas été influencés, s'ils ont vraiment compris la complexité des enjeux. Oui, il y a des adultes qui le répondent effectivement plutôt en négatif. Ok. Donc, on voit bien que c'est plus complexe que ça. Mais donc, si moi, je vais faire une proposition un peu extrême juste pour au moins permettre d'ouvrir le débat. Imagine qu'il y a un moment qui est clair biologiquement, c'est la naissance. Et clairement, à la naissance, le nourrisson ne serait pas en mesure de voter. Ça serait compliqué, effectivement. Mais ses parents peuvent voter pour lui. Imagine qu'en tant que jeune parent, D'accord. tu aies deux bulletins de vote, le tien et celui de ton enfant ou de tes enfants. Est-ce que tu voterais de la même manière déjà? C'est une première question. Et ça serait une question intéressante parce que ça nous obligerait à nous projeter dans l'avenir. Et puis, par définition, ça rééquilibrerait la démographie électorale. Puisqu'aujourd'hui, on sait qu'un certain nombre de décideurs sont élus essentiellement par les retraités. Je n'ai rien contre les retraités, mais ce n'est pas forcément eux qui verront le 22e siècle. Donc, comment est-ce qu'on peut rééquilibrer les choses? Tu vois, il y a des gens qui vont très loin en disant sur les décisions de long terme, qui vont impacter le long terme, on pourrait imaginer que le poids du vote de chacun soit proportionnel à l'espérance de vie de chacun. D'accord. Ouais, mais alors là, on peut faire des modèles dans tous les sens. On pourrait argumenter par rapport à la richesse, par rapport à l'ensemble du Voilà, pays, etc. on peut le faire sur plein de sujets. D'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que je trouve au Ouais. moins intéressant d'ouvrir le débat et de se dire que notre démocratie a besoin de prendre en compte l'intérêt des générations futures et que ça peut se faire de différentes manières. Ce que j'ai dit est peut-être un peu extrême, mais ça permet au moins d'ouvrir les possibles. Après, tu peux avoir d'autres solutions. Par exemple, les Gallois ont déjà un haut commissaire pour les générations futures qui a le pouvoir d'interpeller les décisions s'ils pensent qu'elles ne sont pas dans l'intérêt des générations futures. Donc, il n'a pas le pouvoir de les bloquer, mais tu vois, c'est un pouvoir consultatif, mais qui est intéressant parce que ça donne une responsabilité un peu différente et ça permet d'avoir des débats différents sur est-ce qu'il faut ou pas détruire cette forêt pour installer ce supermarché ou autre chose. Tu vois, donc ces questions-là, elles peuvent se poser à différentes échelles. Et je trouve que c'est intéressant de au moins ouvrir le débat et de l'ouvrir de manière intergénérationnelle. Tu vois, si par exemple, pour reprendre ton exemple de l'enfant de 8 ans, si ses parents pouvaient voter pour lui depuis sa naissance, à un moment donné, il va questionner ses parents sur mais pourquoi est-ce que vous avez voté pour moi et quand est-ce que je peux aller voter la prochaine fois. Et là, il y aura des discussions intéressantes en famille, il peut y avoir des discussions intéressantes à l'école et dans toutes les communautés. Et donc rien que ça, même si et au plus tard, ça peut être à 18 ans ou même 16, enfin peu importe. Tu vois, mais progressivement, c'est quand le jeune se sent capable de, et jusque-là, il est représenté par ses parents, ce qui D'accord. est a priori une Ok. manière relativement intéressante de le faire. C'est une proposition intéressante, ça donne matière à réfléchir. Et donc, tant qu'on est sur le sujet des lois, si on devait les changer, ce sera ma dernière question avant qu'on passe aux questions de la fin. Si tu étais au gouvernement, tu pouvais faire passer n'importe quelle mesure. D'ailleurs, je vais changer un tout petit peu la question. Je vais dire au gouvernement du monde, admettons, qu'il y a un gouvernement mondial. S'il y avait une mesure que tu devais faire passer, ce serait quoi? Waouh, bah, écoute, j'y suis pas et donc je n'ai pas vraiment réfléchi à la question, mais en fait, on a une règle ici qui, à mon avis, a un certain nombre
de dynamique fractale, et c'est une règle que j'aime bien. C'est une règle qui dit ne faites rien qui m'obligerait ou qui nous obligerait à créer une nouvelle règle. D'accord. Et donc cette règle, elle est très méta. Alors c'est dur parce que comment on innove dans ce cas-là? Et ben, en fait, si l'innovation n'a que des effets positifs, on n'a pas besoin de créer de nouvelles T'as pas règles. besoin de ça, d'accord. Sans problème. Par contre, celui qui innove est responsabilisé sur le fait qu'il va falloir qu'il pense aux effets négatifs potentiels de son innovation. S'il a fait quelque chose qui n'est que positif, a priori, il n'y a pas de souci. Mais par contre, s'il a fait des choses qui sont négatives, aujourd'hui, si tu veux, il faut attendre de démontrer que les gens ont eu des impacts négatifs pour légiférer et parfois ça peut être trop tard. Tu vois, il y a des choses qui peuvent être irrémédiables et compagnie. Donc, si tu veux, c'est quand même compliqué. Et c'est une règle que tu peux appliquer avec des enfants. C'est une règle que tu peux appliquer avec des étudiants à l'échelle d'un institut comme le nôtre. Et c'est une règle que tu peux appliquer à peu près à toutes les échelles. Simplement, c'est la règle qui responsabilise les gens et qui leur demande d'avoir les comportements les plus éthiques possibles, les plus éthiques dont ils sont capables. Ok. Hyper intéressant. Écoute, merci pour cette réponse. Je te propose de passer aux questions de la fin, avec la première qui est la plus large, la formation dans 10 ans. Toi, c'est quoi? Moi, ce que j'aimerais, c'est avoir un GPS de la connaissance qui aide chacun à savoir où il est dans l'espace des connaissances, comme le GPS physique t'aide à savoir où tu es, et qui t'aiderait à avoir tout un tas d'autres services. Le GPS dans l'espace physique, il nous donne des services du type savoir comment je peux me déplacer, quels sont les temps de déplacement, quelles sont les options pour me déplacer. D'accord. Et se déplacer dans l'espace des connaissances, bah, c'est apprendre, c'est se former. Alors, est-ce que je peux apprendre en regardant, en écoutant un podcast? Est-ce que je peux apprendre en suivant une conférence? Est-ce que je peux apprendre en lisant Wikipédia? Est-ce que je peux apprendre en 3 minutes? Est-ce que je peux apprendre en 30 minutes ou en 3 jours ou en 3 ans? Et comment est-ce que je peux aller de là où je suis à l'endroit où j'ai besoin d'être pour avoir l'impact positif sur le monde, sur ma profession, sur mes perspectives. Et c'est cette question-là qui, à mon avis, est intéressante. Et donc, si on arrive à créer des outils comme ça, et je pense que nous, on a prototypé des outils d'IA qui vont dans cette direction déjà. Et je pense que c'est à l'heure des large language models, on a des espaces multidimensionnels de connaissances et savoir où est chacun, où sont les connaissances, où sont les autres et avec qui je peux apprendre. Et de même que tu fais du covoiturage, tu peux faire de la co-formation et apprendre avec d'autres. Tu peux découvrir des mentors qui ont déjà fait le voyage. Tu peux trouver des gens qui vont te faciliter tes apprentissages. Tu peux trouver des technologies qui vont faire que tu vas éviter de perdre du temps dans des impasses ou des choses comme ça, et tu vas avoir quelque chose qui te corresponde vraiment. Génial. Alors, il va falloir trouver le moyen de synthétiser et surtout de trouver toutes ces données au bon endroit, parce que dans ce que tu dis, trouver les personnes peut-être n'est pas évident, aussi facilement que les connaissances, mais génial. En tout cas, c'est excitant. J'espère que ça viendra un jour dans les mains de tout le monde. Est-ce qu'il y a une personne ou un média que tu admires, que tu aimerais partager dans l'univers de la formation? Je pense qu'il faut d'abord apprendre des plus jeunes. Moi, c'est ce qui me maintient, si ce n'est jeune, du moins relativement ouvert. Je pense que c'est utile. Je Parce vous que ce esprit. qui a été montré, c'est que les plus jeunes sont en moyenne plus créatifs. Hein, c'est expérimental. Donc ça, c'est la première chose peut-être. Et puis autrement, des choses super classiques du genre, moi je passe beaucoup de temps sur Wikipédia, mais si je dois partager un outil, il y a un outil qui est un comparatif d'IA que je trouve intéressant. Et à chaque question qu'on pose, il propose 2 réponses de 2 IA différentes. Et puis après, on peut voter sur laquelle on préfère. Et à la fin, ça fait une espèce de classement Elo, comme aux échecs, des IA. Donc le classement des meilleures IA pour répondre à tel ou tel sujet. Tu as le nom de l'outil? Faudrait que je le retrouve, mais j'ai le lien. Ça marche. Ok, top. C'est un coup de recherche. Est-ce qu'il y a un livre que tu as sur tes tables de chevet? Le dernier livre que j'ai ouvert hier soir, c'est Nexus, le dernier bouquin d'Harari. Voilà, donc sur comment est-ce que l'information change nos relations aux autres depuis toujours, en fait. Simplement, on a différents supports d'information. Et moi qui ai beaucoup travaillé sur
comment ce genre de choses change les relations entre êtres vivants, y compris au niveau microbien et autres. Je suis intéressé de voir comment est-ce que cette coévolution en fait entre l'information, la coopération et la capacité à faire des choses qui in fine, nous correspondent. Écoute François, on arrive doucement au bout du podcast. Pour ceux qui aimeraient collaborer, s'engager, travailler avec le Learning Planet Institute, comment ils peuvent en savoir plus? Alors, déjà sur notre site, mais on a 5 types d'activités. On fait de la recherche sur ces sujets et de la R&D. On développe des outils numériques, des outils d'intelligence artificielle. On essaie de comprendre ces learning transitions. On accueille des chercheurs qui veulent promouvoir ces nouvelles manières d'apprendre, d'enseigner, de faire de la recherche, mobiliser l'intelligence collective, développer des IA éthiques, etc. Donc ça, c'est la première chose. On a des formations, on a des masters, des doctorats pour accompagner les jeunes qui s'intéressent à ces sujets. Et puis, on fait maintenant des formations exécutives et on développe des outils numériques comme autour de l'Ikigai, par exemple, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis, on a des activités internationales. Donc, on travaille beaucoup avec des centaines d'organisations à travers le monde, mais beaucoup avec l'UNESCO, avec qui on a créé cette alliance pour les Learning Planet Alliance. Et puis, on est en train de devenir à la fois un institut de l'UNESCO, mais aussi un hub de l'Université des Nations Unies pour que la recherche qu'on fasse soit alignée systématiquement avec la formation et avec les recommandations de politique publique qu'on peut faire. Et on accompagne donc des acteurs publics et des acteurs privés qui veulent comprendre ces transitions, qui veulent quelque part s'aligner entre leurs intérêts à court terme et les intérêts de long terme de l'humanité et des générations futures. Et donc, on accompagne, y compris avec des activités de conseil ou de formation exécutive, un certain nombre d'acteurs, que ce soit des fondations, des entreprises, des universités, des écoles, des territoires, dans ces transitions, parce que effectivement, on est tous confrontés à peu près au même sujet aujourd'hui, et on peut apprendre les uns des autres plutôt que de réinventer la roue et mobiliser des dynamiques et de l'intelligence collective au service de ces transitions qu'on a tous besoin d'accélérer. Génial, merci beaucoup. Et donc pour ceux qui souhaitent trouver le site, donc c'est learningplanetinstitute.org, donc non pas .com. Si jamais. Écoute François, on arrive donc à la fin du podcast. Merci beaucoup, c'était hyper intéressant. Est-ce que tu as un dernier mot pour clôturer l'épisode? Un dernier mot. J'aime bien le poème de T.S. Eliot qui disait où est passée la vie qu'on a perdue en la vivant, où est passée la sagesse qu'on a perdue dans la connaissance, où est passée la connaissance qu'on a perdue dans l'information. Et je pense qu'aujourd'hui, il rajouterait où est passée l'information qu'on a perdue dans les données. Et en fait, la question pour moi, c'est de réinverser ce poème. Et donc, comment tu passes des données à l'information, à la connaissance, à la sagesse? Il y a des choses qui ont du sens pour la vie, et pour nos vies, et pour la vie en général sur cette planète. Ça, c'est, je dirais, un poème qui m'inspire depuis que je le connais et qui, je pense, si j'étais capable de contribuer, ne serait-ce qu'un petit peu, à inverser cette logique, je pense que je serais content d'avoir fait 2-3 petites choses. Génial, sur ces belles paroles, je te remercie grandement et je te souhaite de très belles formations, de très belles recherches et à la prochaine. Avec plaisir. Au revoir.